Bienvenue à tous en direct sur Public Sénat. Voici les titres du 22h. Ce soir, 3 otages français libérés au Nigeria. Il s'agit de 3 marins enlevés dans la nuit du 21 au 22 septembre dernier au large des côtes nigérianes. Ils sont en bonne santé selon le Quai d'Orsay. Ira pas, l'hypothèse de Jean-Louis Borloo à Matignon semble s'éloigner, mais les proches du ministre de l'écologie y croient encore. C'est le cas de notre invitée, la secrétaire d'État, Valérie Létard. Le président de l'Assemblée nationale, accusé d'entraver l'enquête sur l'attentat de Karachi, Bernard Accoyer, a refusé de transmettre à la justice le contenu d'auditions parlementaires invoquant le principe de la séparation des pouvoirs. Les parties civiles comptent porter plainte. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous. Le Quai d'Orsay a donc annoncé ce soir la libération de 3 otages français enlevés en septembre dernier lors de l'attaque d'un navire au large du littoral nigérian. Leur état de santé semble satisfaisant ce soir. Ils devraient rapidement rentrer en France et pour l'instant, aucune information quant à une éventuelle rançon qui aurait été versée. Autre sujet dans l'actualité, c'est le feuilleton du remaniement ministériel qui continue et l'hypothèse Jean-Louis Borloo à Matignon qui semble s'éloigner, même si la question n'est pas encore définitivement tranchée. Le principal intéressé s'est appliqué à démentir aujourd'hui sa mise à l'écart. Difficile d'y voir clair. Les détails avec Marie Brémaud. Ira pas, alors que l'on annonçait Jean-Louis Borloo hors de la course pour prendre la tête du futur gouvernement. Démenti du principal intéressé ce matin, apparemment rien n'est encore joué. Nous sommes dans un état de droit respectueux, normal. Le président prendra les décisions qu'il croit prendre à la date qui lui appartient. Aucun d'entre nous n'a la moindre information, c'est le constat que nous avions. Le ministre de l'écologie qui réunissait hier soir les troupes centristes leur a visiblement fait passer un message. Pas d'agressivité mais de l'élégance à quelques jours du remaniement ministériel. Les regards pour l'heure se tournent donc toujours vers l'arbitre Nicolas Sarkozy. Mais le chef de l'État est prévenu, le gouvernement ne se fera pas sans les centristes. Je ne vois pas comment le président Nicolas Sarkozy peut conduire la politique de réforme qu'il a déjà engagée d'ici 2012 et se présenter aux Françaises et aux Français sans que le pôle centriste ne soit pas fort dans la majorité gouvernementale. En clair, si le président de la République écartait Jean-Louis Borloo de Matignon, en compensation, d'autres ministères importants devraient être confiés à des centristes. Sinon, ces derniers pourraient alors abandonner leur élégance, voire faire preuve d'irrévérence. Et les critiques fusent à gauche sur ce remaniement attendu. Ségolène Royal a ironisé sur le possible maintien à son poste de François Fillon. On l'écoute. Si M. Fillon est maintenu, c'est que la politique ne change pas. Ça me paraît assez clair. Or, les Français viennent d'exiger un changement de politique. Et même si le pouvoir en place a réussi à imposer par la force et par un vote parlementaire une réforme dont les Français ne veulent pas, ils ont manifesté très clairement qu'ils voulaient un changement de politique. Et de son côté, le leader d'Europe Écologie, Daniel Cohn-Bendit, qualifie le remaniement de vaudeville de bas étage. Ce soir, l'Élysée, joint au téléphone par le journal du dimanche, dément une intervention télévisée de Nicolas Sarkozy. Jeudi prochain, le 18 novembre, l'information avait été donnée sur le site lefigaro.fr. Elle est donc confirmée ce soir sans plus d'éléments. Je vous propose à présent de regarder notre question posée comme tous les soirs aux internautes. Elle concerne le remaniement et c'est lui qui était encore il y a quelques jours le grand favori. La voici cette question. Jean-Louis Borloo a-t-il encore des chances d'accéder à Matignon? Eh bien non, majoritairement à 77%. Vous n'y croyez plus. Et si tel était le cas, eh bien Nicolas Sarkozy prend le risque de mécontenter les centristes qui pourraient bien revendiquer l'autonomie par rapport à la majorité présidentielle pour 2012. On en parle tout de suite avec notre invité. Elle est l'invitée politique du 22h, Valérie Létard. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Je rappelle que vous êtes secrétaire d'État auprès du ministre de l'écologie et vous êtes l'un des piliers du Parti radical, présidé d'ailleurs par Jean-Louis Borloo. Alors première question, dans quel état d'esprit se trouve Jean-Louis Borloo ?
Du Nouveau Centre. Je suis membre du Nouveau Centre, mais faisant partie, bien sûr, des réunions régulières qui s'organisent depuis le congrès de Lyon, le congrès du Parti radical, où toutes les familles du centre avaient été invitées. Pour les explications quand on parle du centre. Voilà, alors, dans quel état d'esprit se trouve Jean-Louis Borloo aujourd'hui ? Eh bien, hier soir, il était dans un état d'esprit serein, solide, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Et bien sûr, la réunion qui s'est tenue hier est dans la droite ligne de toutes ces réunions qui s'organisent et qui se succèdent depuis la réunion de Lyon. Une fois tous les 15 jours, nous nous rassemblons parce que ce moment qu'avait organisé Jean-Louis Borloo il y a de ça quelques mois maintenant avait été l'occasion pour les centristes de se décider à se réunir régulièrement pour travailler au rassemblement de cette famille, pour lui faire porter une voix plus forte et être entendu comme étant le pôle d'équilibre de la majorité présidentielle. Bien sûr, mais sur la forme, vous le voyez serein. Pourquoi d'autres, au Parti radical, le voient déçu, abattu, presque amer de la décision qui n'a peut-être pas encore été prise pour Matignon? Écoutez, peut-être ils n'ont pas assisté à la même réunion que moi hier soir, mais moi je n'ai pas vu un Jean-Louis ni déçu ni abattu. Jean-Louis Borloo, d'ailleurs, comme tous ceux qui étaient là hier, nous avons échangé, discuté sur, on va dire, les considérations, les remarques que l'on peut entendre de part et d'autre, les positions prises sur, on va dire, les profils de tel ou tel membre de la majorité qui pourrait être Premier ministrable. Des commentaires quelquefois un petit peu étonnants, sachant que nous sommes tous ceux qu'on entend et qu'on voit, qu'on lit dans la presse ou qu'on entend en regardant vos émissions de certains parlementaires UMP ou de quelques autres. Qui décrédibilisent aujourd'hui Jean-Louis Borloo par leurs propos? Les attaques personnelles n'ont jamais grandi personne et surtout, restons sur le fond, restons sur les sujets et les enjeux d'intérêt généraux, restons surtout dans le respect mutuel, membres d'une même majorité et travaillons simplement sur les sensibilités. Si vous appelez à ce... Je dis simplement qu'il faut raison garder et que l'on peut défendre des inflexions politiques ou les qualités de l'un ou de l'autre, mais rester encore une fois objectif et surtout parler du fond, parler des inflexions que le président de la République pourrait prendre. Est-ce que Jean-Louis Borloo est toujours dans la course aujourd'hui pour Matignon? Bien, jusqu'à présent, et ça me permet de continuer sur le propos qu'on vient de tenir, dans la Ve République, c'est bien le président de la République dont c'est le pouvoir, à moins que ce soit, qu'il renonce à sa souveraineté dans le domaine, mais c'est bien du rôle du président de la République que de désigner son Premier ministre et son gouvernement. Ça n'est pas aux uns ou aux autres de définir quel est le gouvernement. Que pensez-vous des parlementaires UMP? On les a vus à l'Assemblée nationale, certains au Sénat, qui poussent au choix de François Fillon pour Matignon. C'est un inversement des institutions de la Ve République? Je pense qu'ils ont oublié comment fonctionnait la Ve République. Je crois d'ailleurs que le président l'a rappelé au travers de son discours à Colombey. Il a rappelé tout simplement comment fonctionnaient nos institutions telles qu'elles ont été élaborées par le général de Gaulle. Et qu'aujourd'hui, simplement, ce qu'on peut constater, et sans polémiquer, parce qu'il faut encore une fois ne jamais oublier qu'on fait partie d'une majorité commune, je crois que plus que jamais, dans les réunions que nous organisons régulièrement, notre souci, c'est d'apporter ce pôle d'équilibre centriste rassemblé qui peut parler d'une seule voix pour justement apporter cette sensibilité humaniste, sociale. Justement, parce qu'on parle d'un tournant social, en tous les cas d'une coloration plus sociale dans cette phase 2 du quinquennat, est-ce que Jean-Louis Borloo, c'est le seul qui peut l'incarner, en tous les cas? Il fait partie, en tout cas, des hommes de la majorité présidentielle qui se le sont appliqués sur le terrain. Voilà 20 ans que je connais Jean-Louis Borloo, en tant que personnalité engagée dans la politique. Et il l'a appliqué sur le terrain, dans la proximité à Valenciennes, et j'ai pu le constater au quotidien. Il suffit d'aller dans les quartiers qui ont été rénovés grâce à la politique qu'il a menée. Toyota, qu'il a amené sur ce territoire. Pourquoi? Pour rendre de l'emploi à un territoire qui est 29% de chômage. Mais aussi, c'est vrai, les Grenelles de l'environnement, le plan de cohésion sociale et bien d'autres dossiers qui témoignent aussi d'une méthode de gouvernance et de concertation. Et si, par hasard, Valérie Létard, cette méthode, par choix, plutôt cette méthode n'était pas retenue, est-ce qu'il y aurait des exigences, entre guillemets, de Jean-Louis Borloo? Est-ce que, par exemple, il faudra plus de ministres centristes ou radicaux au gouvernement? Est-ce que vous-même, vous le demandez? Alors,
Première chose, le président de la République aura le choix, en tout cas, de l'inflexion politique qu'il veut donner à la dernière partie de ce mandat, à l'horizon 2012. C'est une première chose, et ça, c'est son choix et son seul choix. Ensuite, je pense que, à l'initiative de Jean-Louis, nous nous réunirons, comme nous nous réunissons de façon régulière, lundi prochain, lundi soir. Et je pense que ce sera l'occasion pour Jean-Louis Borloo aussi d'animer une réunion lors de laquelle nous pourrons échanger sur ces questions. Vous parlez de cet apport centriste, de cette sensibilité. Est-ce que quand même il faudra que cette sensibilité soit représentée en 2012 ? C'est-à-dire est-ce qu'il faudra un candidat centriste en 2012 ? Je pense qu'on ne peut pas préparer et envisager gagner une élection présidentielle sans diversité politique dans cette majorité. Je pense que la question se pose. Je pense qu'en tout cas, c'est une question qui se pose. Elle n'est certainement pas tranchée aujourd'hui, mais en tout cas, cette famille du centre, elle doit s'organiser pour porter des idées, des valeurs. Présenter la méthode de Jean-Louis Borloo, son action sur le terrain, il serait un bon candidat centriste en 2012, pour vous? Je ne peux pas répondre à cette question à la place de Jean-Louis. C'est vraiment alors là quelque chose Mais je vous la pose qui relève à vous. de... Comment vous le voyez? Est-ce qu'il pourrait être un bon candidat? Je pense, moi, personnellement, que la famille du centre, ça représente une partie des attentes de la population française. En faire l'économie, je pense, serait contre-productif. C'est difficile de venir répondre. C'est la question taboue. Il faut attendre s'il est à Matignon pour y répondre. Ah, pas du tout. Ça n'a rien à voir. Vous savez, Matignon, comme je l'ai déjà dit, ça n'est pas l'alpha et l'oméga. C'est un moment dans un mandat de 5 ans qui peut se produire une fois, plusieurs fois. Maintenant, le centre, vous savez, depuis l'âge de 18 ans, je suis centriste. J'étais UDF. Je suis centriste aujourd'hui. Je n'ai pas du tout l'envie que la famille du centre disparaisse demain. Je pense que la première étape, c'est de la rassembler, de la reconstruire pour qu'elle parle et qu'elle soit entendue pour rétablir ce pôle d'équilibre et faire en sorte que nous marchions sur nos 2 pieds. On entend aujourd'hui nos concitoyens, on sent bien les attentes en matière de jeunesse, en matière de solidarité, de dépendance, un pacte générationnel. Tous ces sujets-là, il faut bien évidemment... du président de la République et c'est sa décision, Jean-Luc Borloo doit rester au gouvernement pour vous? Ça, c'est une question simple. Oh non, ça, c'est vraiment pas une question à laquelle je peux répondre à la place de l'intéressé. Bon. Ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, tout ce qu'il incarne et qu'incarne la famille centriste, je crois, plus que jamais, doit être entendu et contribuer, encore une fois, à la majorité présidentielle, pas dans l'opposition. Je crois qu'on est vraiment différents et complémentaires, mais que, encore une fois, sur des sujets de justice, d'équité, de justice fiscale, de pacte générationnel, on a beaucoup d'idées, toutes ces qui nous guident depuis très longtemps et que l'on peut apporter. Borloo, en tout cas, numéro 1 pour vous, on l'a compris dans vos réponses et dans vos non-réponses. Merci beaucoup, Valérie Létard, d'avoir été l'invitée du 22h. Merci à vous. Allez, la suite du 22h avec Matignon, qui a rappelé aujourd'hui au ministère de l'Intérieur les principes de droit encadrant et les écoutes, en particulier l'accès aux factures téléphoniques après le tollé déclenché par une enquête du contre-espionnage pour identifier la source d'un journaliste du Monde. On va écouter François Fillon, justement, aujourd'hui, lors des questions d'actualité au gouvernement. La vérité, monsieur le député Hérault, c'est qu'il n'y a pas de complot. Il n'y a que l'intérêt national. Et l'intérêt national commande que les services de renseignement aient des moyens d'action. Des moyens d'action pour lutter contre le terrorisme. Des moyens d'action pour lutter contre l'espionnage. Des moyens d'action pour lutter contre la criminalité organisée. Et cela dans le strict respect des libertés publiques. Ce strict respect des libertés publiques qui impose que les interceptions et toutes les données qui s'y rattachent soient strictement limitées et soient contrôlées de façon étroite. Voilà quelle est la ligne de conduite du gouvernement. Tout le reste, monsieur Hérault, ce ne sont que fantasmes. Monsieur Hérault, justement, on en parle. Le président de l'Assemblée nationale accusé d'entraver l'enquête sur l'attentat de Karachi. Bernard Accoyer a refusé de transmettre à la justice le contenu d'auditions parlementaires, invoquant le principe de la séparation des pouvoirs. Alors le Sénat a-t-il la même approche que l'Assemblée nationale? Élément de réponse avec Sandra Cerquera. Bernard Accoyer accusé d'entrave à la justice. Au nom du principe de séparation des pouvoirs, il refuse la demande du juge chargé de l'enquête sur l'attentat de Karachi, à savoir accéder aux travaux de la mission d'information parlementaire. Selon lui, le juge dispose de pouvoirs très étendus, sans comparaison avec ceux de la mission.
Un avis partagé par certains parlementaires. Les parlementaires ne sont pas là pour faire le travail de la justice. Si la justice enquête, elle a tous les instruments pour enquêter. Elle fait son boulot. Mais elle n'a pas à demander au Parlement de faire un travail et de dire à la fin « remettez-moi le travail que vous avez fait ». Il n'existe aucun texte obligeant une mission parlementaire à accepter de donner des documents à la justice. C'est un peu au bon vouloir de chacun. Les auditions peuvent rester confidentielles sur demande. Bruno Retailleau s'est posé la question lors de la mise en place de la mission Xynthia. Il a choisi de tout rendre public. À partir du moment où nous, on n'avait pas décrété cette confidentialité, notamment de nos auditions, puisque tout le monde était libre, à la limite, les journalistes parfois y assistaient. Bien entendu, si demain nous avions une demande de la justice, dans ce cadre-là, nous y accéderions. Le motif de secret des travaux invoqué aujourd'hui pour Karachi n'avait pas empêché le juge qui enquêtait sur le Rwanda d'accéder aux travaux parlementaires. À l'époque, il avait été décidé que transmettre les auditions au juge ne les rendait pas publiques pour autant. Et sur ce sujet, à noter que ce soir, Bernard Accoyer envisage d'inscrire à l'ordre du jour du prochain bureau de l'Assemblée nationale la question du principe d'accéder par un juge d'instruction à des auditions parlementaires sur donc l'attentat de Karachi. Tout de suite, c'est le décodage de Jean-Louis Gombault. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. On va parler ce soir du G20 qui s'ouvre demain à Séoul, c'est en Corée du Sud. Dans quelle atmosphère va se dérouler d'abord ce sommet ? C'est la plus mauvaise atmosphère de tous les sommets du G20 que nous avons connus depuis 2008. Rappelez-vous, en 2008, c'était le sommet de Washington, panique générale. Alors à ce moment-là, branle-bas de combat, tout le monde est ensemble, il faut sortir de la récession, lancer des plans de relance, sauver les banques. Tout ça, ça a fonctionné dans la bonne entente. Puis après, il y a eu le G20 de Londres l'année suivante, où on se dit, bon, il faut quand même un peu réguler l'économie mondiale, on va essayer de faire un certain nombre d'efforts, et on en a fait sur les bonus, sur la régulation bancaire, des efforts au minimum, mais enfin, il y en avait quelques-uns. Et puis, de quoi s'aperçoit-on maintenant à Séoul ? On s'aperçoit qu'on ne s'en sort pas. La réalité, c'est qu'on ne s'en sort pas. C'est-à-dire que l'économie mondiale ne sort pas de sa léthargie, de son marasme. Bien sûr, on a arrêté la dégradation, mais on ne redécolle pas. On est sur 1,5% de croissance pour l'Europe et le Japon. On est sur 2% pour les États-Unis. On est sur 5-6% pour l'Inde, la Chine, le Brésil, bien entendu. Mais pour les pays dits de l'ancien G7, il y a un marasme persistant. Et la tendance, c'est laquelle ? Eh bien, comme on ne s'en sort pas, on va essayer de s'en sortir soi-même. On va chacun jouer sa carte personnelle. Et le grand scandale, c'est la semaine dernière, quand les États-Unis ont dit, eh bien, pour nous en sortir, nous, on va faire marcher la planche à billets. Ça fera peut-être baisser le dollar, mais ce n'est pas notre problème, c'est votre problème à vous. Donc, on fait marcher la planche à billets au rythme quand même de 100 milliards de dollars par mois. Comme le yuan est accroché au dollar, le yuan chinois baisse avec le dollar. Ça perturbe l'ensemble des économies et on a l'impression qu'on n'est plus dans l'ambiance fraternelle des G20 précédents. On est véritablement dans la stratégie du chacun pour soi. Et est-ce que dans cette atmosphère, on peut attendre des résultats concrets ? Je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Il n'y aura pas grand-chose. Le communiqué, il est déjà rédigé. Quand M. Sarkozy va arriver à Séoul demain soir, il n'aura plus qu'à signer, ses équipes y ont participé. Il y aura certainement des paragraphes sur la nécessaire stabilité monétaire, mais ce sera très vague, parce qu'on ne parlera certainement pas nommément du dollar et du yuan, c'est-à-dire on ne sera pas concret. Il y aura des choses, bien entendu, sur la régulation notamment des matières premières, mais on restera dans le vague pour ne choquer personne. On ne peut pas brutaliser les Américains, on ne peut pas brutaliser les Chinois. Donc, on ne va pas pouvoir résoudre en 48 heures de temps les problèmes qui se posent maintenant depuis quelques mois et quelques semaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vendredi, quand M. Sarkozy va prendre la tête du G20 pour un an, puisque le prochain G20 aura lieu au mois de juin à Paris et l'autre sans doute à Cannes à la fin de l'année prochaine, quel va être le travail de M. Sarkozy ? Il va être certainement beaucoup plus compliqué qu'il ne l'imaginait au départ. Le travail va être comment je recolle les morceaux. Voilà. Et Nicolas Sarkozy qui est en ce moment même en route donc pour Séoul pour ce G20 qui s'ouvre demain en Corée du Sud. Merci beaucoup Jean-Louis Gombault. La dernière page de ce journal, elle est consacrée ce soir à l'écologie avec la fusion à venir Europe Écologie Vert. Ça se passera samedi à Lyon et sur ce thème, l'écologie intéresse tous les partis politiques. Nous allons voir d'ailleurs ce qu'il reste du Grenelle et des projets verts du gouvernement. Paul Bouffard. Faire du changement climatique la priorité des Français.
Il y a 3 ans, le Grenelle de l'environnement est inauguré en grande pompe avec un parrain prix Nobel de la paix. Les objectifs de ce New Deal écologique promis par Nicolas Sarkozy, taxer les pollueurs, favoriser les investissements en énergie durable et réduire l'effet de serre. L'affaire de l'environnement, c'est pas une idéologie. C'est pas une lubie. C'est pas un truc. C'est une conviction. 3 ans plus tard, le bilan est mitigé. Sur le terrain, il y a du mieux, notamment du côté de la nouvelle réglementation thermique pour l'habitat et des 800 km de nouvelles lignes ferroviaires engagées. Le Grenelle a permis aussi à la France de rattraper son retard européen, particulièrement en matière d'énergie photovoltaïque, plus 600% d'évolution entre 2007 et 2009. Mais du côté des associations, la réalité est moins belle. Les décisions qui ont été adoptées, notamment pendant la loi Grenelle 2, c'est une série de dispositifs qui durcissent la législation en matière d'implantation des éoliennes par exemple, des dispositions en matière fiscale qui réduisent la voilure en matière d'aide à l'installation de panneaux photovoltaïques pour les particuliers. Des paroles en l'air, marche arrière sur la taxe carbone, relance d'un programme de construction d'autoroutes. Le ton change à la tête de l'État, une parenthèse se referme. Je voudrais d'ailleurs dire un mot de toutes ces questions d'environnement. Parce que là aussi, ça commence à bien faire. Une pause pour ménager les industriels pollueurs et les agriculteurs. Un électorat indispensable pour un nouvel objectif, l'échéance présidentielle de 2012. Voilà, et un petit rectificatif simplement. C'est bien sûr demain que Nicolas Sarkozy sera en direction de Séoul, en Corée du Sud. Ça se passera évidemment après les cérémonies demain du 11 novembre. On parle d'écologie à présent avec nos invités. Stéphane Gatignon, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Vous êtes maire Europe Écologie de Sevran. Avec nous également Fabienne Keller. Bonsoir. Sénatrice UMP du Bas-Rhin, rapporteur spécial de la mission Écologie, Développement et Aménagement Durable. Alors d'abord, vous faire réagir à cette réaction ce soir de Daniel Cohn-Bendit qui estime, je cite, que sur l'écologie, il dit « Je ne crois plus à la volonté réformatrice de Nicolas Sarkozy, je n'attends plus rien de lui ». C'est Cohn-Bendit qui nous fait un bon mot, comme il aime à le faire assez souvent. On le connaît bien à Strasbourg, au Parlement européen. Il est habitué. Plus sérieusement, je crois qu'il y a eu une vraie impulsion. Le Grenelle, une méthode d'ailleurs assez remarquable qui fait dialoguer les entreprises, les associations, les élus, les acteurs publics. Une mise en œuvre maintenant qui se décline, qui est peut-être un peu moins médiatique, mais qui est concrète. Là, un rapport récent disait 77% des mesures sont en train d'être mises en œuvre effectivement. Alors, il reste du travail à faire. On a l'impression que la parenthèse écologie est en train de se refermer. C'est pas le cas ? On est quelques-uns à être vigilants sur ce sujet. Je crois qu'il y a une vraie volonté de la part de Jean-Louis Borloo qui a su mettre toute son énergie dans ce dossier compliqué. Et puis le président de la République a été convaincu, notamment, rappelez-vous, la négociation européenne sur les 3x20 concernant l'énergie. Il a réussi à boucler le paquet sous présidence française. Maintenant, il s'agit de continuer cette mise en œuvre un peu plus pied à pied, dossier par dossier. Voilà le tableau tel qu'il est présenté. Stéphane Gatignon, vous voyez ce tableau rose ou plutôt vert comme celui-ci ? Non, je crois que la situation est quand même extrêmement compliquée. Moi, sur le terrain, entre guillemets, moi je suis maire d'une ville de banlieue où aujourd'hui les enjeux sont fondamentaux, c'est-à-dire que par rapport notamment, on se rend compte sur la question, quand on habite, on parlait tout à l'heure des questions thermiques notamment et des énergies nouvelles et de l'énergie en général pour les foyers. On voit bien que les charges sont exponentielles aujourd'hui dans le logement social, y compris dans ce qui est l'écopropriété. On voit bien aussi que tout le programme de rénovation urbaine jusqu'à présent, même si petit à petit ça prend le pli, mais un peu lentement, et on a plusieurs années de retard sur les réhabilitations, oui, mais sur les requalifications, les réhabilitations, y compris les constructions neuves dans bien des cas. Vous dites oui, donc on n'est toujours pas en bâtiment visibles. basse consommation, ce qui fait que quand même les gens, on a rénové énormément de logements sur des normes anciennes et on est très loin du Grenelle et des lois et des règles des normes 2012. Donc c'est un vrai problème. Je pense qu'on a beaucoup de retard, qu'on essaye de rattraper un peu aujourd'hui. Dire qu'on construit aujourd'hui des bâtiments avec des logements, par exemple, avec 50 kW par mètre carré à l'année aujourd'hui, alors qu'on est à 150, 200, 300 aujourd'hui dans nos bâtiments, c'est encore c'est encore l'exception, même si petit à petit ça va devenir la règle. Et je pense qu'on a un problème de retard, de volontarisme politique, parce que je pense profondément la question, l'écologie c'est aussi la justice sociale, et c'est d'abord la justice sociale. Vous avez absolument raison. On va beaucoup parler de social dans cette phase 2 du quinquennat.
Absolument, ce sera le cœur du sujet. Et peut-être que Jean-Louis Borloo va la porter plus particulièrement avec son mouvement. Vous y croyez, vous le soutenez centriste. Justement? Absolument, je suis centriste et j'ai regardé avec plaisir. Vous y croyez encore ce soir à cette heure-ci, à 22h25? Il a toujours ses chances dans la course à Matignon? Je ne sais pas, je ne suis pas dans les secrets des dieux, ou en l'occurrence du président de la République, mais par contre, je crois que le mouvement centriste a été constitué. Il s'est notamment positionné sur ces questions d'équité sociale que vous venez d'évoquer à très juste titre, et sur cette volonté écologique. Alors, revenons au bâtiment. C'est vrai que l'état des lieux n'est pas bon, vous avez raison de le rappeler. Ça veut dire quoi? Que les gens ont des charges de chauffage qui sont considérables. Par contre, le Grenelle, c'est une vraie inflexion. C'est de nouvelles réglementations pour tous les nouveaux logements, pour les équipements publics, pour l'État, qui doit être exemplaire sur ce plan. C'est aussi, je crois que c'est le cas dans votre ville, ces programmes de rénovation urbaine qui transforment les logements de nos concitoyens. Il y a les sujets qui fâchent, il y a la taxe carbone qui doit être maintenant aux frontières, il y a la redevance pour les camions, etc. Alors, la taxe carbone, c'est un grand regret que nous partageons sûrement. S'agissant de la taxe camion, elle est prévue pour 2012 et nous en avons besoin pour financer notamment les lignes TGV. Simplement, moi je pense qu'on manque beaucoup de volontarisme politique dans ce pays. Je pense qu'on a des pays, quand on voyage un peu en Europe, on voit où les choses ont réellement avancé depuis longtemps. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des Grenelles de l'environnement, des règles, des réglementations et tout. Je vois, c'est vrai qu'on a parlé de l'habitat. Je vois aussi sur l'Île-de-France, on a eu récemment un rapport qui montre... Sur la taxe carbone, en tous les cas, ce sont les pays européens qui ont aussi voulu qu'elle soit faite, pas seulement... oui, mais je pense notamment aux questions des transports collectifs en Île-de-France. Si on veut vraiment travailler là-dessus, avançons là-dessus. Essayons aussi de débattre, par exemple, sur Paris, la question du péage en centre-ville. Il y a tout un tas de thèmes qui ne sont pas tellement abordés. Vous voyez que ces thèmes-là soient portés par, maintenant, le nouveau parti, le nouveau rassemblement entre Europe Écologie et Verts. Ça, d'ailleurs, ça va donner quoi? Nouveau mouvement. Europe Écologie, c'est un parti, ça va donner. Un mouvement. Vous allez vous entendre? Plus large, bien sûr. Attendez, Vraiment? je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu... C'était déjà, très politique il faut le débat. Chez les Verts. C'était très politique. Mais il y a des la vie est très politique. Mais c'est normal. Ah oui. C'est normal, dans la vie, il y a toujours des tensions. Je pense qu'on arrive à partir du... L'écologie était beaucoup plus issue des mouvements de la société civile. Mais c'est ça l'intérêt. Aujourd'hui, ailleurs. il y a des cultures différentes qui se retrouvent. Il y a des gens qui sont attachés, qui viennent de Greenpeace, qui viennent de mouvements extrêmement importants en termes de l'écologie. Il y a des gens qui viennent de l'écologie politique, donc des Verts. D'autres qui viennent de la gauche, qui viennent de mouvements sociétaux, des gens de banlieue. Il y a un risque de cannibalisation, qui va manger l'autre? Non, mais je crois pas. Je crois qu'aujourd'hui, attendez. Madame Keller qui fait les questions-réponses. Vous faites question-réponse. Je vais essayer de... Non, simplement, moi je pense que c'est un lieu fondamental de débat. Aujourd'hui, dans cette société française, si on ne travaille pas sur quel projet demain on arrive à faire pour changer, on a une société qui est en train d'imploser complètement. On est dans un truc où notre République unie et indivisible, elle a explosé en vol. Il faut retravailler ça. Et si demain on veut battre Sarkozy, puisque tout le monde parle du Premier ministre, moi ce qui m'importe aussi demain, c'est de battre ce président qui fait une mauvaise politique pour la France. Ça va être la clé du succès de la gauche passe par une réussite au niveau d'Europe Écologie. Il y en a un qui sera avec vous à Lyon, justement, aux Assises samedi, c'est Nicolas Hulot, qui s'éloigne peu à peu de la majorité et des projets verts du gouvernement. Alors Nicolas Hulot s'est retiré des comités de suivi du Grenelle avant de revenir pour participer à un certain nombre de travaux. Il a le souhait de faire avancer, je crois, tous les mouvements politiques sur cette réflexion environnementale. Mais je voudrais, en tant qu'un peu observateur de l'écologie européenne, dire qu'elle est assez différente en France, parce que les Allemands ou d'autres pays d'Europe, notamment les pays nordiques, sont dans une écologie beaucoup plus pragmatique, où ils acceptent de transformer la réalité vécue par les habitants. Un exemple, ce sont les écolos qui s'opposent aux lignes TGV. Incroyable. Voilà un mode de déplacement propre. En France, ils s'y opposent. Donc je crois qu'il faut être beaucoup plus dans l'action et la volonté. C'est le mot de la fin, Stéphane Guettignon. En un mot, cette fusion vers Europe Écologie, c'est une nouvelle force d'opposition? C'est un mouvement pour changer les choses. Est-ce que ce pour sera changer la vie, et on le suivra. On verra s'ils s'entendent. Merci à vous deux. C'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle le principal titre. Les proches de Jean-Louis Borloo qui continuent à croire ce soir, vous l'avez entendu avec Fabienne Keller, dans les chances du ministre de l'écologie pour accéder à Matignon. Et les centristes affirment que dans le cas contraire, eh bien, il pourrait être tenté par plus d'autonomie. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Je vous retrouve tout de suite en compagnie d'Emmanuel Kessler pour l'émission Preuve par 3. L'invité, c'est le ministre de la Relance, Patrick Devedjian. Belle soirée à vous.